Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Nathalie Rozborski, directrice générale de l'agence de conseil Nelly Rodi. C'est la deuxième fois que je rencontre et que j'interroge Nathalie. La première fois, c'était à l'occasion d'un événement organisé pour parler d'ambition. Cette fois-ci, j'ai reçu Nathalie pour parler de mode et de son travail au sein de l'agence Nelly Rodi. Quelles sont les grandes tendances sociétales qui bouleversent l'industrie textile ? Pourquoi les consommatrices et les consommateurs sont-elles et sont-ils devenus le point de départ des études menées par l'agence ? J'ai posé toutes ces questions à Nathalie, mais on a aussi parlé de danse, de discipline et de son livre « Je veux tout » que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour Chloé. Merci beaucoup de me recevoir en plus dans les bureaux de Nelly Rodi. Avec plaisir. Alors pour cette première question d'introduction qui est devenue un petit peu rituelle dans ce podcast, j'aimerais qu'on remonte un petit peu en arrière et que tu nous parles de ton enfance pour qu'on apprenne un peu à te connaître. Où est-ce que tu as grandi? D'où tu viens? Quelles étaient un peu les valeurs de ta famille? Voilà, pour qu'on sache dans quel environnement tu as grandi. Donc moi je suis née dans les années 80 en France. Je suis la seule personne de ma famille à être née en France. Mes parents ayant immigré en France dans les années 80, mon père était un joueur professionnel de foot et donc il a été racheté par un club français de Ligue 1 et donc finalement mes parents ont décidé de s'installer en France. Mon frère était déjà né, j'ai un frère aîné qui a 7 ans de plus que moi. Et puis, moi, j'ai passé donc toute mon enfance et mon adolescence en Bourgogne, dans une petite ville qui s'appelle Beaune, une petite ville très préservée, assez prestigieuse. Ça fait partie des villes qu'on trouve sur ce qu'on appelle la route des Grands Crus, pour ceux qui sont amateurs de vin. Comme moi. De Bourgogne. Et donc, j'y ai vécu une enfance et une adolescence tout à fait paisible, extrêmement, oui, je crois que préservée, c'est le bon mot, où tout était simple, tout était à portée de main, tout était à pied, et puis une région où il y a un véritable engagement pour le bien manger, le sain, le bon, le local. On connaît toujours la fille du monsieur qui a fabriqué le fromage. Enfin, les enfants parlent comme ça parce que c'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment cette espèce de, bien avant l'heure, conscience du circuit court et de la provenance des aliments, des ingrédients, enfin de tout ce qu'on ingère en fait. Ouais, d'attachement un peu au terroir. Une gastronomie très terroir et puis voilà, le lieu s'y prête, de la région s'y prête, donc il y a beaucoup de savoir-faire. Donc voilà, j'ai cet héritage-là. Ok, génial. Et alors, comment ta double culture franco-polonaise t'a influencé et t'a permis de devenir la personne que tu es aujourd'hui? Enfin, en quoi ça t'a influencé un petit peu? Je crois que ça m'a énormément influencée dans le sens où j'ai toujours été très curieuse et très tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire que en fait, cette double culture m'a tout de suite permis de m'intéresser aux autres au sens de l'altérité, de la diversité, parce que j'étais jamais vraiment 100% française et puis j'étais pas non plus 100% polonaise et je pense que c'est le cas de tous les gens toutes les personnes qui sont ce qu'on appelle binationales aujourd'hui, qui ont une double nationalité, ce qui est mon cas. Et que, en fait, quand l'été, je partais voir ma famille en Pologne, j'étais pour eux la française. Et à l'inverse, ici, j'étais toujours la polonaise avec un nom de famille imprononçable selon le plus grand nombre. Et que j'ai appris le français, la langue française à l'école, puisque moi, mes parents ne parlaient pas du tout le français. Et donc, ça vous met dans une posture, je crois, d'ouverture. En tout cas, chez moi, ça a résonné comme ça. Et puis, j'ai toujours baigné, du coup, dans des cultures très internationales. On voyageait énormément.
Et donc, ça m'a permis de m'ouvrir sur plein de codes culturels différents et de ne pas avoir un seul héritage, mais en fait plutôt un genre de métissage de plusieurs cultures et puis surtout de se dire en fait y a plein de différences, on mange pas tous pareil, on fête pas tous les fêtes traditionnelles de la même façon, on a des codes différents, donc je pense que c'est un enrichissement en fait énorme quand on est petit. Et quand dès qu'on est tout petit comme ça, on commence à cultiver ça, après, et d'ailleurs moi je me suis orientée très vite vers des études en linguistique, en langues étrangères, parce que je trouve que étudier les civilisations étrangères, c'est extrêmement enrichissant d'un point de vue personnel. Ouais. Ok. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu ton parcours pour poursuivre un peu cette évolution, j'ai vu que tu avais très vite commencé dans l'univers de la mode. Oui. Tu as travaillé pour Céline, pour Etam, si je me trompe pas. Avant pour Camaïeu. Ma première expérience professionnelle, c'était chez Camaïeu. Et qu'est-ce qui t'a poussé dans ce secteur précis? Pourquoi la mode? Qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que je crois que tu voulais être danseuse professionnelle, si je dis pas de bêtises au départ. Oui, absolument. Et j'ai une formation de danseuse d'ailleurs. Et je suis arrivée à Paris pour poursuivre mes études, mais aussi parce que je pensais que la danse m'ouvrirait ses portes. Et pour moi, la danse et la mode sont pas très éloignées. Ce sont des industries créatives. Alors il y en a une, c'est plutôt un art une discipline sportive mêlée à de l'artistique, la danse, et la mode, c'est avant tout bien sûr une industrie, mais c'est quelque part des disciplines où il y a en commun l'émotion, le rêve, une narration, alors par le corps, par le vêtement, mais il y a quand même des histoires. Pour moi, le point commun, c'est que ce sont deux disciplines qui racontent des histoires et qui sont là pour quelque part emmener les êtres humains vers un monde plus vertueux, plus poétique, où il y a beaucoup d'émotions. Et c'est pour moi un trait commun. Alors après, pourquoi la mode? Tout simplement parce que c'était une passion, en plus de celle de la danse, que j'ai toujours, et c'est toujours le cas. C'est deux passions que j'ai. Et ma mère, en fait, pour être tout à fait transparente, a toujours travaillé dans des boutiques, alors d'abord de mode enfantine, puis de prêt-à-porter femme. Et en fait, moi, je me souviens très très bien, j'ai très à l'esprit les époques où le salon du prêt-à-porter existait encore. Il y avait Who's Next, mais il y avait aussi surtout le salon du prêt-à-porter. Et elle m'emmenait en fait à Paris faire ses achats dans ces salons. Et j'ai des grands souvenirs, des grands moments où Jérôme Dreyfus, à l'époque, était présent au salon avec sa marque éponyme, et c'était ses tout premiers salons, et j'y allais et je rencontrais tout ce monde-là et qui me faisait rêver. Et pour moi, ça a été toucher à un monde, c'était Paris, c'était le rêve en fait. Et donc oui, je trouve que c'est des secteurs tout à fait proches et puis qui ont en part commune cette capacité à faire rêver. Ok. Ouais, tu as un peu réalisé ce rêve. Oui. C'est sympa quand même, parce que c'est vrai que c'est assez rare de réaliser nos rêves d'enfants. Absolument. Donc, oui, tout à fait. C'est chouette. Ouais. Donc en 2013, tu rejoins Nelly Rodi en tant que directrice de l'activité conseil. Ça, c'est la deuxième fois. Ah, ça, c'est la deuxième fois. Ça, c'est la deuxième séquence, parce que j'ai eu une première séquence. Donc en fait, comme je te le disais plus tôt, j'ai commencé ma carrière chez Camaïeu. Ensuite, j'ai fait mes études. Dans le cadre de mes études, j'ai fait plusieurs stages, comme beaucoup d'étudiants. Et puis, je rencontre Pierre-François Lelouette, le président actuel de Nelly Rodi, qui est le fils aussi de Nelly, à laquelle j'avais écrit une lettre lui expliquant que je voulais absolument travailler chez Nelly Rodi. C'était en 2003. Et donc, je rencontre Pierre-François à cette occasion et il me propose d'intégrer Nelly Rodi en qualité de stagiaire au sein du pôle conseil, ce que je fais. Donc, je quitte un autre stage pour venir chez Nelly Rodi. Et donc, je fais mes premières classes en qualité de stagiaire. Donc, entre 2003 et 2009, j'ai une première séquence de vie qui a duré donc 6 ans. Et donc, j'ai passé toutes les étapes. D'abord stagiaire, puis chef de projet junior en CDD, puis chef de projet confirmé, puis en CDI. Puis j'ai grandi dans ce CDI jusqu'à devenir chef de groupe. Et puis, je suis partie parce que, donc en 2008-2009, je suis partie parce que je voulais en fait ne pas m'enfermer complètement dans le métier du conseil et je voulais passer côté marque pour comprendre les métiers très opérationnels. D'accord. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie, j'ai intégré le groupe Etam. J'ai été recrutée par Elisabeth Cunin,
qui est une grande patronne du secteur retail mode, qui est passée chez Fast Retailing, chez Camaïeu, chez Kiabi aujourd'hui, donc une grande dame du retail français. Et je crois qu'à ses côtés, j'ai gagné 10 ans en termes de maturité professionnelle, d'expérience. Pourquoi ? Parce qu'à la base, elle m'avait recrutée comme responsable de collection Pologne et Italie, justement compte tenu de mon background personnel, culturel, puisque je suis franco-polonaise et j'ai fait une partie de mes études supérieures à Milan. D'accord. Donc je parle couramment l'italien et je maîtrise très bien la culture, la civilisation, le marketing de la mode en Italie que j'ai appris là-bas. Et donc, elle m'a recrutée pour ça. Et en fait, le poste, l'idée que je m'en faisais n'était pas en fait la réalité. Et donc, Elisabeth m'a proposé, elle était à l'époque en train de finaliser sa plateforme de marque, sa nouvelle plateforme de marque, on parle de 2009. Et elle m'a dit, voilà, j'ai besoin d'un bras droit qui m'accompagne à toutes les réunions stratégiques, à tous les COMEX, à tous les CODIR et qui déploie cette plateforme. Donc, une sorte de directrice de marque. Et elle a dit, est-ce que ça vous tente ? Moi, je dis, évidemment, j'avais franchement l'impression de gagner au loto à ce moment-là. Et c'est vrai parce que j'ai gagné 10 ans de carrière, de maturité. J'ai fait toutes les réunions avec elle. J'ai bossé avec les gens de l'offre, des achats, de la supply chain, de l'international. Je suis allée dans tout le réseau. J'ai bossé avec des gens du merchandising, enfin de tous les métiers, les agences. Et en fait, j'ai compris du coup comment fonctionnait une entreprise de mode et de retail en particulier. J'ai évidemment pas la prétention de croire que j'ai fait tous ces métiers-là, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que, en fait, de comprendre comment ces expertises interagissent entre elles m'a permis surtout de comprendre en quoi le métier d'agence et de conseil, ce qui était le métier de Nelly Rodi, déjà, était parfaitement inopérant parce que beaucoup trop conceptuel et pas du tout assez dans l'exécution, en fait. Et donc, j'ai fait cette expérience-là pendant 1 an et demi et Nelly et Pierre-François m'ont rappelé début d'été 2011 pour me dire, voilà, il y a une opportunité chez nous, on cherche une nouvelle directrice du conseil mode. Est-ce que ça vous intéresse de revenir chez Nelly Rodi ? Donc là, on parle concrètement, j'ai 27 ans, de revenir dans une boîte où j'ai été stagiaire comme numéro 2. Parce que c'était ça, en fait, une directrice certaine conseil. pression quand même. Ouais. Donc une énorme pression. Double parce que très jeune avec une très grosse responsabilité et deuxièmement une boîte dans laquelle vous avez été stagiaire, donc dans laquelle vous avez été collègue de toutes les équipes et donc vous avez évolué, vous avez appris d'autres choses, vous avez vu côté marque comment ça se passait et donc comment faire pour être crédible, être légitime, faire autorité dans un nouveau métier et donc j'ai dû opérer aussi tout un travail personnel pour me sentir justement juste dans cette nouvelle posture. Et puis en fait, je crois qu'il y a une seule manière d'imposer sa légitimité, c'est l'épreuve, le travail, l'exemplarité. Et donc c'est ce que je me suis employée à faire. Entre 2011 et 2015, j'ai eu ce poste-là de direction conseil et c'était assez formidable parce que c'est là où on a vraiment remis à plat toute la stratégie du conseil, toutes les méthodes, tous les outils et on l'a fait d'abord sur le secteur de la mode avec pas mal de succès, pas mal de performances et puis derrière on m'a confié le secteur de la beauté au bout d'1 an et demi, donc j'ai eu cette promotion élargie au secteur de la beauté. Et puis après, voilà, l'histoire a continué à s'écrire. On a vraiment continué à déployer ce positionnement très, très ancré sur le conseil, avec un changement de méthode radical, puisque le point de départ, il était vraiment le consommateur avec l'intégration des études, de la data, du marketing, du business. Donc, toute une nouvelle coloration beaucoup plus chiffrée, beaucoup plus rationnelle. Alors qu'auparavant, Nelly Rodi, c'était quand même beaucoup le processus créatif, l'intuition, les cahiers de tendance comme produits vitrines. Donc, non pas que nous ayons effacé tout ça, hein, bien évidemment, il n'est pas question de renier ses racines, mais disons qu'on y a apporté toute une dimension beaucoup plus business. Ok. Et puis, en 2015, je suis enceinte. J'ai mon premier enfant qui naît en décembre 2015. Et à l'issue de ce congé maternité, je suis nommée directrice générale, d'abord adjointe.
D'accord. Et donc, c'est pendant en fait ce congé maternité qu'avec Pierre-François Lelouette, qui lui, entre-temps, a été aussi nommé président de la Fédération française du prêt-à-porter, lui décide de me promouvoir à ce poste-là. Et puis surtout, on décide de mettre un point final à cette transformation d'entreprise en 2016. Donc, je reviens comme DGA à ce moment-là. Et donc, poste que j'occupe maintenant depuis 4 ans. Entre-temps, je deviens DG délégué, puisque la différence, c'est que vous avez la signature. Et donc voilà, on continue cette transformation d'entreprise à marche forcée, avec beaucoup de passion et beaucoup de plaisir, et surtout beaucoup de satisfaction à travailler avec des nouveaux clients, des nouveaux sujets. Et voilà, et cette transformation, elle est fruit d'un long travail, évidemment collectif et collaboratif, et puis surtout d'une grande confiance qui nous a été donnée par nos clients. Et ça, je crois que c'est le plus joli la plus jolie des satisfactions, parce que c'est quand même pour eux qu'on travaille. Ouais, et puis j'imagine que c'est aussi satisfaisant de parvenir à gravir les échelons au sein d'une même entreprise, de voir que le travail finit par payer et qu'on est récompensé finalement de tous les efforts. Parce que je crois que tu es une grande travailleuse, une grande bosseuse, quoi. Donc j'imagine que ça doit être assez satisfaisant. C'est très satisfaisant, ouais. Et évidemment que c'est très satisfaisant, mais c'est en fait, alors il y a 2 choses que je dois préciser. C'est que la première, c'est que j'ai jamais pensé en termes de carrière, et moi je crois que plus on y pense, moins on est concentré sur son travail. Et moi je suis très très tradie là-dessus, enfin je suis très très old school sur ça, c'est-à-dire que vraiment en fait je crois à la discipline en fait, et ça je crois que ça me vient de la danse, à la discipline, à la rigueur, à l'exigence personnelle. Je crois que moi, par exemple, tous les ans, quand j'ai mes EAP, les miens, hein, pas ceux de mes équipes, je me fixe toute seule mes objectifs. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à ce que quelqu'un me fixe des objectifs. Alors, bien sûr qu'on m'en fixe, mais je crois que je suis ma propre, je vais pas dire instance validante, mais à un moment donné, je disais que tu as une question sur les rôles modèles. Alors oui, j'ai plein de gens autour de moi qui m'inspirent, qui m'aident, qui me boostent, desquels je me sens extrêmement solidaire et qui me donne une énergie folle au quotidien. Mais en fait, je crois que ce qui est important, c'est d'être sa propre instance validante et à la fois son propre fan et à la fois son propre mentor. C'est extrêmement important en fait d'être aligné avec tout ça. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point c'est que jamais. Bien sûr que c'est valorisant et bien sûr que c'est gratifiant, mais c'est surtout un plaisir. Moi, j'adore travailler, j'adore faire ce que je fais. Je ne compte pas mes heures, mais parce qu'en fait, en plus, on fait des métiers où tout s'entremêle. C'est-à-dire que à une époque, quand on sortait dans les musées, dans les restaurants, quand on avait une vie sociale, on peut pas tout d'un coup se dire non, là, je suis off-duty, donc voilà. En fait, on a des métiers passion avant tout. Et donc, en fait, moi, je crois pas du tout en cette espèce de division et répartition très figée des choses entre le temps de travail et le temps personnel. Et dans le sens inverse, je crois pas que quand vous arrivez au bureau ou à votre travail, vous avez tout d'un coup oublié vos problèmes, surtout quand vous êtes maman de jeunes enfants, par exemple. Personnellement, je fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire que c'est pour moi inenvisageable. Parce que on a des métiers passion, je trouve qu'on a une chance extraordinaire d'évoluer dans ces industries. Après, ça ne veut pas dire que le travail est facile, hein, loin de là. Bien sûr. C'est loin d'être un long fleuve tranquille, ça n'a rien à voir. Ouais. Non, mais je veux le clarifier parce qu'on ne croit pas que, en fait, toute la journée, c'est la fête. Pas du tout. Il y a des moments extrêmement désagréables, mais comme dans tous les métiers. Mais dès lors que vous êtes très heureux d'être à votre poste en fonction et à travailler, tout est surmontable. Parce que vous êtes vous-même bien dans vos baskets et vous savez que vous êtes à la bonne place et que vous pouvez faire avancer les choses. Donc, tant que vous avez cette confiance, ce feu-là, cette flamme, on est quasiment insubmersible. Ouais, je suis d'accord. On va revenir sur ton livre un petit peu plus tard, mais j'aimerais qu'on clore un peu le chapitre Nelly Rodi avant. Si tu devais résumer
en quelques mots Oui. les missions de Nelly Rodi, comme ça nous permettra de bien comprendre ensuite par la suite sur tout ce qui est responsabilité, développement durable, ce genre de choses. C'est très simple. Nous, notre métier aujourd'hui, c'est le conseil. Donc, on est vraiment un cabinet de conseil, une agence de conseil. Et qu'est-ce que l'on fait ? C'est très simple. On aide toutes les marques à devenir à la fois désirables et performantes. Désirables comment ? Parce que on croit que si elles comprennent l'époque et surtout les besoins du consommateur, alors elles auront en fait le maximum de chances de s'inscrire dans justement le tempo de l'époque. C'est pour ça que depuis maintenant quasiment 5 ans, le point de départ méthodologique de nos recommandations, c'est toujours le consommateur. Donc c'est pas une vision de l'esprit d'un gourou, mais c'est vraiment des études qui nous permettent d'analyser les comportements, les archétypes, etc. Donc ça, c'est la question de la désirabilité de la marque. Comment est-ce que je fais pour que la marque soit inscrite dans le tempo de l'époque, dans la coolness, peu importe comment on appelle ça. Et 2, performante, puisque évidemment, nous, les entreprises qui viennent nous voir, quand elles viennent nous voir, c'est qu'elles ont un problème, soit de positionnement, soit elles n'arrivent pas à pénétrer un marché qu'elles souhaitent pénétrer. Et donc, nous, on est là pour typiquement bouger le cadre d'une plateforme de marque, faire en sorte que le modèle soit plus international. On travaille sur aussi les questions de structuration de l'offre. On travaille aussi énormément sur de l'activation. C'est-à-dire qu'on va travailler sur ce qu'on appelle le plan d'animation commerciale et toutes les opérations, toutes les prises de parole, tout le brand content qui va sortir, on l'initie dans un process très ancré toujours autour de ce que nous on appelle des macro-tendances. C'est en fait toutes les tendances liées à la société, au sociétal, au consommateur. Et donc on va de très amont au très aval. Et donc notre environnement de clients, c'est des directeurs marketing, des PDG, des directeurs de l'offre, des directeurs de l'innovation, des directeurs R&D. Voilà. Ok, très bien. Et c'est vrai que tu dis plusieurs phrases assez justes dans une interview, je crois que c'était dans le Figaro, et tu dis ce ne sont plus les directeurs marketing et directeurs artistiques qui donnent le ton, mais ce sont les consommateurs et consommatrices. Oui, ça fait longtemps qu'on dit ça chez Nelly Rodi. Je crois que ça fait... Et d'ailleurs, je suis pas la première à le dire. Nelly et Pierre-François le disaient déjà, puisque ils ont très très vite intégré des sociologues dans leurs travaux. Donc en fait, ça fait longtemps que cette question de la société du consommateur, elle est en fait dans notre ADN. Et c'est vrai que nous, on l'a propulsé comme point de départ parce qu'on croit aujourd'hui qu'en effet, que les communautés, les citoyens sont les directeurs marketing et sont pour le coup les instances validantes. Et qu'aujourd'hui, les marques co-construisent, on est sur un rapport beaucoup plus paritaire, beaucoup plus partenarial aussi. Et il n'y a pas une vision très descendante d'un DA. Enfin, ça peut être le cas, mais ceux qui sont aujourd'hui les plus, je dirais, forts, c'est parce qu'ils rentrent en résonance avec les cultures contemporaines. Parce que eux-mêmes viennent pas de la rue, mais en tout cas, ils sont pas perchés dans une tour d'ivoire. Ils sont très proches de leurs consommateurs. Et c'est ceux-là qui sont les plus réalistes aujourd'hui, et donc cette forme de réalité leur permet d'être très juste par rapport aux besoins des consommateurs. Ouais. Parce que tu dis aussi, tu parles de modéliser les tendances sociétales de demain, et je trouvais cette expression assez juste. Et quelles seraient alors c'est très compliqué peut-être, mais les grandes tendances dans l'industrie textile de demain, parce qu'on parle beaucoup d'éco-responsabilité. Enfin, c'est le thème évidemment de ce podcast, de se concentrer un peu sur ces grandes tendances-là. Si tu devais en citer 2-3, qu'est-ce que ce serait selon toi ces grandes tendances Alors bien évidemment, la question de la responsabilité corporate, RSE et toutes ces questions en fait plus largement d'éthique, de morale, d'environnement restent un enjeu prioritaire pour toutes les industries, mode mais aussi beauté, food, toutes les industries créatives. C'est évident et il y a un grand phénomène en fait que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'avant on faisait ce qu'on appelle une plateforme de marque, donc pour la marque qui s'adresse à ses clients, à ses consommateurs. Et de l'autre côté, on faisait un grand livre blanc, corporate, institutionnel, des engagements de l'entreprise. En fait, aujourd'hui, les deux fusionnent. Et c'est très intéressant. Récemment, il y a eu une polémique avec Decathlon, je ne sais pas si tu as suivi,
Mais il y en a plein d'autres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre ce que dit la marque pour ses clients et ce que dit la marque de la société. C'est-à-dire que aujourd'hui, les consommateurs cherchent à comprendre quelle est la position et la posture de la marque sur le monde. C'est-à-dire que d'un point de vue quasiment philosophique, les consommateurs questionnent « Et toi, marque X, que penses-tu de Black Lives Matter ? Que penses-tu de l'engagement écolo ? Que penses-tu de la question de la représentation de la femme dans la société ?» Et ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques deviennent quasiment des marques politiques. Aujourd'hui, on crée des collections comme des manifestes. Et ça, c'est assez nouveau. Et c'est vrai qu'il y a des vraies demandes, des vrais besoins, je dirais plutôt que de demandes, des besoins de la part du consommateur, de comprendre en fait pourquoi la marque s'engage pour tel et tel sujet, comment elle le fait, qu'elle donne les preuves et qu'elle soit extrêmement transparente sur ce qu'elle fait et qu'elle ne soit pas juste dans une forme d'onirisme contemplatif béat, mais qu'elle soit vraiment porteur d'impact positif. Ça, c'est extrêmement important. Il y a une marque de cosmétiques aux États-Unis qui s'appelle Agent Nature, qui a créé énormément de bad buzz parce que sa dirigeante était ouvertement pro-Trump et elle a perdu pas mal de consos dans sa communauté à cause de ses prises de parole, de ses prises de position. Alors après, moi, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal parce que c'est pas mon métier de juger ça. Mais c'est vrai qu'on peut quand même s'interroger sur les limites d'un tel état de pensée parce que est-ce vraiment le rôle Enfin, moi, ça m'interroge aussi sur du coup, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce soit les marques qui aient ce rôle-là ? Mais ça, c'est un autre sujet. Passionnant, hein, mais oui. Mais je trouve que c'est leur faire porter beaucoup de responsabilités. Alors, autant quand on est un très gros groupe comme Kering, on a les reins solides, on a des boards entiers dédiés à la question de la RSE, de l'éthique, etc. Et donc, on a des gens qui passent leur journée à chercher des solutions. C'est génial. Autant quand on a une petite PME et qu'on n'a pas nécessairement les expertises, les moyens, l'humain pour aller chercher toutes les réponses, les solutions pour faire le transport le plus propre possible, etc. Je trouve que c'est donner beaucoup de défis à cette industrie qui déjà est en survie, en fait. Voilà. Après, c'est un autre débat. Mais faut-il faire porter l'intégralité de la responsabilité RSE aux entreprises privées aujourd'hui ? Encore faut-il leur donner les moyens. Voilà. Ça dit aussi qu'il y a un manquement au niveau politique. Enfin, moi, je l'analyse aussi comme ça. Après, bon, on va pas rentrer dans le débat parce que c'est vrai que ça pourrait être très long, mais c'est peut-être pour ça qu'on a. Je trouve que face à ces questions, les entreprises sont très outillées de façon très inégale et que c'est bien le rôle des fédérations, et d'ailleurs qu'elles prennent, d'accompagner toutes les marques, quelles qu'elles soient, dans leur taille, pour aller chercher des solutions, parce que quand on est petit, on est agile, et ça, c'est formidable. On est bien plus agile que des gros éléphants dans des très grosses structures. C'est assurément le cas. Mais en contrepartie, on n'a pas la puissance d'outils, de méthodes, de process. Et donc, je trouve que c'est faire porter beaucoup de responsabilités à parfois une seule entité. Mais c'est un autre sujet. Et tu parlais tout à l'heure de cahier de tendance, et c'est vrai que c'est une question qui me taraude un petit peu depuis quelques temps, de savoir est-ce qu'on peut lier tendance et éco-responsabilité. Ce qu'on dit souvent de la mode responsable, qu'elle est durable et qu'elle est censée se détacher justement de tout ce qui est mode, tendance. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Comment on peut lier les deux ? Est-ce qu'on peut lier les deux ? Alors, chez nous, en fait, le mot tendance, il est quasiment effacé au sens où nous, ce mot tendance, on l'a remis au niveau du consommateur. C'est-à-dire que il est loin le temps où les bureaux de style donnaient le jaune de la saison, le vert de la saison, Pantone le fait. Et donc, je pense que la lutte, elle est pas là-dessus. En revanche, il faut pas tout mélanger et il faut pas tout raccourcir non plus. C'est-à-dire que la mode, et ça, qu'elle soit vertueuse ou pas, et évidemment de préférence vertueuse, enfin ça va de soi, c'est enfoncer des portes ouvertes que de dire ça. Il faudrait quand même pas oublier le caractère plaisir, le caractère rêve. Il faudrait pas qu'on invente que des versions La Vie Claire ou Naturalia de la mode. Même si Naturalia, par exemple, mauvais exemple, puisque Naturalia fait un travail formidable de rebranding. Mais
En tout cas, il faudrait pas croire que la mode vertueuse est forcément minimaliste, essentielle, avec en gros des chapeaux de paille et des robes pour courir dans la nature pieds nus. Je crois que c'est terrible en fait de penser ça parce que ça dessert le sujet. À la fois, ça dessert les questions de RSE, qu'on réduit à des questions en fait de matière, de sourcing, alors que en fait les questions de RSE elles sont beaucoup plus larges que ça. Et à la fois ça réduirait la mode à une réponse purement utilitaire. Or, je suis désolée, mais l'histoire de la mode s'inscrit dans aussi la question des représentations, la question des archétypes, des symboliques. La couleur a une grammaire à part entière, elle porte en elle des symboliques et des images très fortes d'un pays à l'autre, donc on ne peut pas tout d'un coup tout gommer, c'est-à-dire des siècles entiers autour des imaginaires, de la créativité, de l'art, de la représentation, parce que tout d'un coup, il faudrait devenir une mode vertueuse, exemplaire, et donc n'acheter qu'une seule chemise mais la bonne, un seul manteau mais le bon. C'est-à-dire que c'est extrêmement réducteur de réduire la RSE à des questions de rationalisation, et 2, enfermer la mode dans quelque chose d'une culture amiche, en fait. C'est pas possible. Tout le monde ne veut pas être en basket Veja et avoir une seule chemise et un seul bon jean. On ne peut pas raisonner comme ça, parce que déjà, c'est une vision extrêmement excluante, et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se faire plaisir via une consommation accessible. Et c'est pour moi, à ce moment-là, où on aura gagné le pari de l'environnement, de la RSE, de la question de l'éthique et de la morale, c'est quand précisément les gros acteurs du retail de masse auront fait cet aggiornamento de l'engagement et de l'impact positif. C'est quand Etam, Inditex, Promode, tous ces gros en fait faiseurs, parce que c'est eux qui sont dans le top 5 des achats de mode, c'est pas les formidables marques qu'on connaît tous, avec des vestiaires engagés. Je pense à Mister K, je pense à Réunis, je pense à Balzac, je pense à toutes ces marques-là qui font un très bon travail, mais ce sont des toutes petites marques. C'est-à-dire qu'elles sont magnifiques, elles sont sublimes, mais elles ne seront jamais scalables. Et c'est bien normal, et il faut qu'elles restent comme ça, puisque c'est comme ça qu'elles sont le plus désirables. Mais tout ça, ce sont quand même des marchés de niche. Et donc, si vraiment on veut transformer l'industrie, c'est pas par la niche qu'on va y arriver. Il faudrait quand même être très clair là-dessus. C'est au contraire par le fond de tarte, par le fond du marché. Et donc, moi, je suis très attachée à ces questions-là parce que je voudrais pas qu'on réduise d'une part les questions RSE à des questions de supply chain, et d'autre part, je ne voudrais pas qu'on gomme tout ce que la mode apporte comme bonheur au quotidien. Et que quand on a des consommateurs qui s'achètent des vêtements à prix accessible, c'est pas parce que en fait ils s'intéressent pas à la RSE. C'est parce qu'en fait ils ont envie de se faire plaisir avec le top qu'ils ont vu dans le clip de Rihanna. C'est aussi simple que ça. Donc il faut être très clair sur le fait que le vrai sujet, c'est l'industrie. Et c'est donc dans la globalité, quand on touche la masse, que les choses bougent. C'est pas quand on touche, en fait, l'élite. Bien sûr. Elles permettent, on va dire qu'elles ont permis quand même de donner l'exemple et de réveiller un petit peu les gros mastodontes. Évidemment. Bien évidemment. Il y a aussi une problématique je veux pas du tout. Bien sûr. Non. Ouais. Elles sont inspirantes et évidemment, ce sont des pépites et il faut en être très fier. Et la France a beaucoup de chance d'avoir des Mister K, des marques comme ça. Bien évidemment. Il faut les soutenir, il faut les aider. Mais ce que je veux dire, c'est que la vraie transformation, c'est sûr, elle se fera uniquement si ça passe par les enseignes de masse. Non, c'est clair. Après, il y a la problématique de quantité. Bon, après, il y a plein d'autres problématiques. Mais bien c'est sûr, vrai que, voilà, mais le vrai sujet, il est là. Ouais. Ah oui, mais complètement. Ça, je partage. Le vrai sujet, il est là. Ça, Et puis, dans RSE, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas le S de RSE, parce qu'on se concentre beaucoup sur le E, mais il y a aussi la question du social. Et ça aussi, c'est un énorme chantier auquel on s'est franchement pas attelé. Ouais, ça, je le répète tout le temps. Ça, à chaque fois, l'environnement a pris c'est normal, une place tellement importante, c'est très bien. Mais du coup, on met un peu sous le tapis la question sociale de plus en plus. Et ça, moi, ça me gêne aussi beaucoup.
Et toi, comme ça fait très longtemps que tu travailles quand même dans cette industrie textile, à partir de quel moment tu as pris conscience de ces dérives bon, on va pas toutes les citer ici, mais je veux dire qu'elles sont environnementales ou sociales. À partir de quel moment il y a eu peut-être chez toi ce basculement, Je crois que ça va pas être très bateau comme réponse, mais c'est quand je suis devenue maman, en fait. Ok. En fait, c'est alors là pour le coup très égocentré comme réponse, mais en fait, je me suis rendu compte parce que mes postes budgétaires se sont totalement déplacés. C'est-à-dire qu'avant d'être maman, en gros, j'achetais tout et n'importe quoi. Hein. Ça allait de Zara, en passant par des petites marques créateurs aussi très engagées déjà, mais aussi plein de moyens de gamme complètement déconnectés des questions RSE. Et en fait, bah oui, parce que vous travaillez pour votre pomme en fait, hein, donc voilà, Exactement. vous investissez pour la jolie petite robe pour aller en soirée le samedi, et puis c'est bien quoi. Et puis après, vous devenez maman, vous créez un foyer, donc tout d'un coup, vous vous mettez à dépenser plus pour les repas, l'intérieur, mais surtout les enfants, la mode enfantine. Et puis vous avez plus du tout en fait d'intérêt à vous acheter 3 robes par week-end. Et donc, et là, je me suis dit, mais c'est dingue. En fait, quand j'ai vu le nombre de fringues que j'accumulais avec des imprimés, où en fait, sur le coup, je me disais, ah, c'est génial cet imprimé, c'est vraiment le truc de la saison, c'est super. Et en fait, vous le mettez 3 fois. Et là, je me dis, donc ça commençait à s'accumuler, ma cave commence à se remplir. Et je me dis, c'est complètement débile. Et en fait, au-delà aussi de la question du gaspillage, c'est aussi, je me suis dit, d'un point de vue budgétaire, c'est pas du tout responsable. Et donc, il a fallu faire des choix, il fallait faire des arbitrages. Et donc, en fait, j'ai commencé aussi tout simplement, et je pense que l'éveil des consciences, il peut se faire par ça, c'est-à-dire par un côté aussi astuce, malin. J'ai commencé à faire à l'époque, les brunch bazar avec Nadège Winter. Ça a commencé comme ça, où en fait, on se repassait. En fait, en gros, on vendait, mais aussi on achetait aux copains sur le site, le stand d'à côté, parce que c'était la pièce assez chouette et tout ça. Et en fait, cette éducation, elle est venue au fur et à mesure. Donc, ça commence par le troc, par les sites de revente, et puis après, par se dire, mais en fait, est-ce que j'aurais pas plus intérêt à acheter un très beau pull avec des très beaux fils cachemire plutôt que d'acheter un énième pull que je vais porter cette saison et qui en fait va traîner dans les placards. Et voilà, et ça vient petit à petit comme ça. Donc en fait, c'était un éveil tout à fait personnel. Ok. Non, mais de toute Beaucoup façon, il moins y a que pas professionnel, Ouais. je dois dire. Et qui après, du coup, c'est transcrit dans ton Absolument, cadre tout professionnel, à fait, quoi. Bien sûr. Mais je dois surtout dire que ça a été aussi très porté par ma directrice mode, Marie Dupin. Enfin, je pense que c'est elle la première, pour être très honnête, chez Nelly Rodi, qui a parlé de ces questions-là en interne. Elle a fait une très grosse étude qui s'appelle Rethink Fashion. C'était il y a déjà 3 ans. Et c'est une des premières qui a, en France, parlé de passer du push au pull, qui a passé passer d'une consommation, ou en tout cas d'une création et d'une production de prêt-à-porter, où en fait, on pousse des quantités sans vraiment bien penser pour qui, pourquoi, comment, à quel moment, et en fait, comment est-ce qu'on passe au on-demand. Donc je le souligne parce que ça a été vraiment, elle a été une des premières à vraiment concrètement, puisqu'elle travaille avec les marques, à éveiller les consciences des marques sur ces sujets-là. Ouais, à répondre aux vrais besoins des Exactement. consommateurs. Et être dans le dur en fait. Ouais, c'est ça. Pas juste dans l'incantation. Oui. Sémantique. Ouais, ok. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes créatrices et créateurs qui écoutent le podcast et qui vont certainement écouter cet épisode. Et je voulais avoir ton avis sur un sujet qui revient très régulièrement et qu'on me pose très régulièrement sur est-ce que ça fait sens encore aujourd'hui de créer une marque de mode, d'être une jeune marque responsable, de se lancer en se disant je veux lancer une marque de mode responsable. Est-ce que le marché n'est pas saturé? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me pose très régulièrement. Même des jeunes créateurs se le posent en se disant est-ce que ça fait vraiment sens? Est-ce que vraiment on a encore besoin que je crée une marque? Est-ce que je vais pas, qu'est-ce que je vais apporter de plus? Enfin voilà, je voulais avoir un peu ton avis sur la question. Moi, je crois qu'en fait, la question, la question que tu poses, c'est la question de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je crois qu'il faut vraiment, en fait, être extrêmement clair avec le fait qu'il y a toujours de la place pour les bonnes marques.
Point, Oui. en fait. Qu'elle soit vertueuse, parfaite, 100% et qu'elle coche toutes les cases ou pas, il faut être très clair sur le fait qu'un produit qui marche, c'est avant tout un bon produit, tout simplement. Enfin, restons humbles et modestes par rapport à tout ça. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a de la place. Moi, je me souviens très bien au démarrage de Cézanne, quand c'était encore les composantes et que après elle a transformé Cézanne et que je commençais à en parler et que à mes clients et que je disais voilà, il y a une marque très intéressante à observer pour telle et telle raison et qu'on me disait ouais, encore un truc super niche, de branché, etc. Et aujourd'hui c'est devenu ce que c'est devenu. Et il y a toujours en fait la question qu'il faut se poser, c'est pas tant est-ce qu'il y a de la place sur le marché, c'est est-ce qu'il y a une demande, est-ce qu'il y a un besoin. Est-ce que je propose quelque chose de différent, de singulier, de nouveau? Est-ce que j'ai la force d'aller créer quelque chose qui, comme ça, n'existe pas et de partir d'une page blanche et de monter quelque chose qui soit très consistant et cohérent? Alors oui, bien sûr. La question, c'est pas tant est-ce qu'il y a de la place sur le marché? La question, c'est est-ce qu'il y a des besoins? Et est-ce que je propose quelque chose de nouveau, de différent? Et je pense que et si vous y croyez et que vous avez vraiment une vision et que ça peut potentiellement résonner avec une attente du marché, évidemment qu'il faut y aller. Ouais. Mais après, il faut être extrêmement lucide sur cette réalité de marché. Oui, parce que c'est Il ne vrai faut pas que... se raconter de jolies histoires. Oui, voilà. C'est quand même un marché qui est compliqué. Aujourd'hui, l'industrie textile... Bien sûr. Et il y en a beaucoup des vêtements, Oui, donc c'est tout à vrai que fait. pour réinventer, je pense Ouais. qu'on peut toujours réinventer. Et ce que tu disais, c'est hyper important de pas perdre de vue cette créativité et ce rêve, parce que c'est ça aussi la mode. Tout à fait. Mais c'est pas facile de réinventer tout ça. J'aimerais bien qu'on parle de ton livre Oui. maintenant, qu'on y revienne un petit peu. Je suis désolée, j'ai tardé un peu, mais je voulais Pas de évoquer tout problème. ça avec toi. Donc ça s'appelle Je veux tout. Ouais. Donc c'est le guide pratique pour réussir à tout concilier sans rien sacrifier. Voilà, exactement. Et je trouve qu'il y a quelque chose, quand j'ai lu le titre, je me suis dit waouh, il y a quelque chose de très puissant, surtout pour les femmes, parce qu'on reproche toujours aux femmes d'être ambitieuses, c'est un gros mot, et je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un qui affirme, qui assume, qui se dit oui, on peut tout avoir, il n'y a pas de... Enfin, on peut en tout cas essayer de tout avoir, le crier haut et fort, le dire sans honte, et je trouvais ça assez puissant. Je ne sais pas si c'était la volonté... Oui, évidemment. C'était derrière ce titre, j'imagine. C'est tout à fait volontaire et merci si tu le ressens comme ça. C'est comme ça que je souhaite que les lectrices et lecteurs le ressentent. Oui, c'est un titre qui s'excuse pas et c'est un livre qui ne s'excuse pas. Et moi, j'aimerais que... En fait, le message de ce bouquin, c'est donne-toi la liberté de libérer ton potentiel, en fait. Donne-toi la possibilité plutôt de libérer ce potentiel et assume-toi pleinement et arrêtons de nous cacher derrière des fausses excuses. Et oui, il faut y aller, ça y est, on se libère. Et donc, l'idée, c'est aussi l'éloge de l'action et d'arrêter d'être dans la polémique, le commentaire... Moi, je crois en fait que les titres, ça ne se donne pas, ça se prend. Pareil pour les jobs et pareil pour tout en fait. C'est-à-dire qu'il faut se créer sa propre opportunité, sa propre fiche métier, ses propres rencontres, ses propres expériences. C'est aussi une manière en fait de se dire arrêtez de minimiser vos rêves ou de voilà. C'est croyez en vous, allez-y. Il y a des méthodes pour ça, il y a des outils pour ça. C'est un bouquin d'empowerment personnel. Voilà, c'est un bouquin qui fait que quand tu le lis, et chapitre après chapitre, tu as des espèces de sessions d'outils, de contrôle, en fait, pour voir si tu as bien compris. Ça sert à rien de lire le chapitre d'après si tu n'as pas déjà tout passé le premier chapitre. Et tout ça, c'est en fait un éveil des consciences pour se dire, bah oui, tout est possible. À qui veut bien s'en donner les moyens. Et ça ne veut pas dire, attention, que tout le monde doit être patron du CAC 40 ou tout le monde doit être... femme politique de premier ordre. C'est pas du tout le message du livre. Le livre, le message, c'est de se dire, ok, tu es là, point A, tu veux aller à ce point B, c'est ça. Donc déjà, identifie où tu veux aller. Et peu importe le point B. Et peu importe le point B. Ouais. Moi, je ne suis personne et personne, d'ailleurs, ne peut juger ce point B. Il n'y a pas, c'est ce que je dis en quatrième de couve, il n'y a pas d'un côté des grands destins et de l'autre des mini-vies. C'est-à-dire que peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de te trouver. Et une fois que tu t'es trouvé dans ton point A, dans ta genèse, dans ton ADN personnel, identifie ton point B, ton life goal, et donne-toi les moyens d'y aller. Et en fait, il y a beaucoup de personnes, moi, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent qui déjà, en fait, ne serait-ce que prendre conscience de ça,
c'est déjà la moitié du chemin. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas en fait qui elles sont et ce qu'elles veulent. Et du coup, se prennent les pieds dans le tapis parce que du coup, sont en permanence en décalage par rapport à leur identité profonde. C'est-à-dire que moi, typiquement, j'ai des enfants, j'ai ce poste-là aujourd'hui, j'ai une association. Ça fait peut-être beaucoup pour certaines femmes et elles me disent c'est angoissant, etc. Mais je dis mais attends, moi j'ai jamais dit qu'il fallait que tout le monde fasse pareil. Moi, il se trouve que c'est mon schéma et c'est ma combinaison gagnante pour mon épanouissement personnel. Mais le sujet, c'est de se dire comment tu fais pour toi, que tu sois à Angers étudiante, que tu sois telle ou telle personne, comment fais-tu pour en fait t'aligner avec toi-même et cheminer vers ton épanouissement personnel. Et c'est ça, je veux tout. Je veux tout, c'est en fait, tu rêves d'être ça, eh bien, voilà, go for it. Ouais. Et peu importe si tu veux être athlète de haut niveau ou j'en sais rien, moi, ouvrir ton salon de coiffure. C'est pour ça que je veux que c'est un livre très universel. Et c'est certainement pas le bouquin uniquement des filles qui sortent d'école de commerce et qui veulent créer une marque. C'est pas du tout mon sujet. Et c'est vraiment pas ça le sujet. C'est comment est-ce que tu fais pour prendre ta vie en main et ne pas t'excuser de vouloir devenir ça ou ça. Ouais, ça, c'est tellement important de pas s'excuser, surtout quand on est une femme. Exactement. Et qu'on nous apprend depuis toute petite à dire pardon, à pas prendre beaucoup de place, ce genre de choses. Tout à fait. Je trouve ça hyper intéressant. J'irai le lire avec beaucoup d'attention, ce livre. Et alors, la dernière question qui est assez rituelle du podcast, est-ce que tu as des modèles dans la vie, même si tu as un peu déjà répondu? J'en ai plein. Ouais. En fait, c'est plus que des modèles, j'ai des sœurs de cœur. J'ai des femmes autour de moi, j'ai tout un écosystème de femmes autour de moi avec lesquelles on se réunit très régulièrement pour se donner en fait cette force, cette capacité, cette solidarité active pour justement faire des chemins. Et donc c'est pas tellement des rôles modèles, c'est plutôt des énergies qui se nourrissent et qui se déversent les unes dans les autres. Ok, très bien. Écoute, merci infiniment d'avoir Chloé. répondu à toutes mes questions. Merci. Merci à Nathalie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.